c'est quoi tes deux mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Les deux mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai deux mots à vous dire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire, l'émission dans laquelle tout le monde a voix au chapitre, les complexés comme ceux qui pensent complexes. Nous enregistrons cette émission le 17 décembre 2018 à bord de Spirit of Victoria. C'est un bateau qui est amarré près de l'île Versailles à Nantes. Je salue le capitaine qui se planque derrière la caméra, Maxime Gillard. Merci Max de nous accueillir une nouvelle fois sur le Spirit. On refait sa déco à chaque fois qu'on vient ici. Cette émission est réalisée par mon pote Kevin Roland, Camino Productions. Et nos invités ont quelques mots-clés en commun: archéologie, histoire, nature humaine, sport, notamment Stéphanie Douillard, anthropologue en entreprise, et Pierre-Yves Leroux, journaliste sportif à RMC Sport, seront nos invités. Avant de présenter notre première invitée, Stéphanie Douillard, je vous propose de faire un petit tour de micro pour nous dire dans quel état d'esprit ou quel état de sensation vous êtes. Arnaud, deux mots. En pleine forme. C'est pas mal. Derrière toi, Olivier. Curieux et fatigué. Curieux, fatigué, Stéphane. Agile et jaune. Pourquoi jaune? Agile et jaune. Oh, tu l'avais pas. Tu l'avais voilà. Toi, Pierre. Deux mots. C'est bien dit. Yves-Marie, ça n'a pas du tout été préparé, ça. Eh bien, je viens de choper la gastro, si ça intéresse quelqu'un. C'est pas les grosses têtes. Restez avec nous, c'est pas les grosses têtes. Il y aura du fond dans cette émission. Florian. Moi, c'était de façon beaucoup plus sérieuse, c'était direct et spontané. Direct et spontané, Gaël. David et Leroux. David Leroux, ok. Je vois pas bien, mais on va mettre une équipe sur le coup. Max. Convivialité et amitié. Dominique, deux mots. Curiosité et histoire de vie. Cécile. On air. On air. Céline. Perplexe mais gourmande aussi. Perplexe. Guitare. Badass. 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 Et ça fait d'accord. Badass. Ok, Nico. J'avais perplexe aussi. Perplexe et câblage. D'accord, câblage, c'est pas mal. Moi j'en ai trois. J'ai bon anniversaire, Gaël. Merci. Et ben voilà, c'est en l'occurrence, pour la petite histoire, mon premier prof de radio il y a 25 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça quand même, hein? Moi ça va, toi non. Voici la première invitée de J'ai deux mots à vous dire. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. L'invitée de l'émission, la plupart des bébés pleurent à la naissance. Elle a dû venir au monde en souriant, voire même en éclatant de rire. Voici une prof d'optimisme, amoureuse de la vie, de la nature humaine, de l'homme préhistorique, de l'homme post-numérique, perpétuelle germeuse d'idées, meneuse de germi d'idées, raffoleuse de Québécois, adepte du quoi et du pourquoi. Elle semble nager dans le bonheur et contamine les autres de sa bonne humeur, méfiez-vous. Et voici une gourmande au ventre plat, anthropologue en entreprise, passionnée d'archéologie. Elle a été la prof que tout le monde aurait rêvé d'avoir pour apprendre à soutenir son propre regard dans un miroir. Voici Stéphanie Douillard. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions évidemment à Stéphanie Douillard. Bonjour Stéphanie. Bonjour David. Bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire. Encore un peu de jet lag peut-être. Tu reviens tout juste. J'ai un petit cadeau à vous faire. Non, c'est vrai. La crème au sucre à l'érable. Oh, c'est sympa. Ouais. Elle revient tout juste du Québec. Voilà. Donc elle revient avec des bonnes choses. Ça, à mon avis, faut surveiller s'il vous plaît avec l'écran de contrôle parce que ça va pas faire long feu autour de la table. C'est quand même 12 000 calories. Hein, mais... C'est quand même par Loukoum. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire. Tu es la dirigeante du cabinet Entre deux. C'est un cabinet d'anthropologie pour entreprises. Germinidé, je le précise, c'est le nom du groupe Germe dont tu es l'animatrice. Germe, c'est en deux mots. Germe, parce qu'on fait tout en deux mots ici. Tout en deux mots, ouais. Alors management humaniste. Management humaniste, voilà, c'est un réseau de formation et de progrès de managers. On en parle régulièrement sur la chaîne Réussir. Quelques-uns de tes tags pour faire un petit peu de teasing au cas où il y en a qui ont envie d'aller voir une autre chaîne YouTube. Anthropologue en entreprise, archéologue, animatrice socioculturelle, formatrice. Living Lab, Québec, natation à haut niveau, sport, bien-être par le corps et clarinette. T'es venu avec ta clarinette ? Oh
zut. Ah, bon, c'est pas grave. L'homme qui est à côté de toi est venu avec sa guitare ou pas, Pierre-Yves? Pas ma clarinette, mais ma guitare, oui. Avec ta guitare. Tu es à côté de Pierre-Yves Leroux, journaliste à RMC, donc tout à l'heure il sera à ta place dans l'interview, mais tu peux intervenir aussi souvent que tu le souhaites. Cécile et Céline vont partager l'interview avec moi. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Rebonsoir en l'occurrence. On va commencer peut-être avec ton parcours, Stéphanie, si tu veux bien. Je le disais, souriante à la naissance certainement, rebelle à l'adolescence, assurément en tout cas, une rebelle d'abord. On est à Bousset dans le vignoble, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Écoute, je saurais dire. Ouais. En fait. Rebelle en tout cas, tu me disais, en tous les cas, contre la plupart des règles. Ouais, c'est ça. Et puis un lieu de vie quand même super agréable parce que les bords de Sèvres. C'est pas mal. C'est quand même plutôt pas mal les bords de Sèvres. C'est plutôt sympa. Ouais. Et donc contre pas mal de choses. Ouais, avec beaucoup d'interdits. En fait, je brave les interdits, notamment me baigner dans la Sèvre, tu vois, faire des concours d'apnée. Bon, voilà, ça commence comme ça. C'est comme ça que tu as croisé Stéphane, peut-être dans la Sèvre, non? Vous ne baignez pas à la même époque dans la Sèvre? Peut-être pas sur la même chaussée. Non, voilà, par contre, peut-être des tortues de Floride. Céline. Stéphanie, tu gratouilles la terre déjà à cette époque en CM2. Et là, tu te dis, je vais peut-être trouver dans la terre des choses que je trouverais pas à l'école. Ouais, c'est un petit peu ça en fait. Je patouille. Hein. J'adore gratter. J'ai le sentiment que je vais trouver des trésors à chaque fois que je mets un petit coup de cuillère ou de truelle, etc. Et en CM2, en fait, je découvre l'archéologie, à la fois le mot et à quoi ça correspond. Et je me dis, mais moi, je vais être archéologue quand je serai grande. Et donc voilà. Et puis ça m'a vite quittée. Peut-être parce que j'ai pas été encouragée en fait là-dessus. Mais je pense que c'est allé se ranger dans un tiroir plutôt dans l'arrière de ma tête. Parce qu'on t'encourageait à quoi? À réussir ma vie. C'est genre. Je l'ai pas, Bernard Tapie, à réussir ma vie. Comment on fait? Et donc voilà, l'archéo, ouais, ça a pas duré en fait officiellement vraiment en aventure, on va dire. Mais finalement, j'ai eu la possibilité de recroiser le chemin archéologique et là, par contre, ça a duré et c'était vraiment bien. Cécile. Alors on arrive au lycée, tu nages dans le bonheur, tu pratiques la natation à haut niveau avec l'envie de devenir sportif professionnel, c'est ça? Oui, à cette époque c'est ça, avec beaucoup de naïveté là aussi, parce que c'est quand même un monde élitiste, en tous les cas physiquement. Et pour le coup, là aussi je suis un petit peu seule en fait sur ce parcours-là. Et du coup voilà. Pas assez de soutien. Ouais, peut-être. Seul, ça veut dire quoi? Quand je dis seul, c'est pas tant sur la natation et la compétition, c'est sur l'orientation. C'est-à-dire que j'ai pas le soutien de faire ça parce que c'est probablement pas symbole de réussite non plus, quoi. Donc voilà. Donc le sport compétition, alors que je suis dans une famille où on a fait beaucoup de sport compétition. Ouais. Donc voilà, donc la natation. Coup, et tu échoues à un point près en fait, à une place près. À même quelques secondes, alors que je faisais les temps pour rentrer dans une école. Mais bon voilà, il y avait 10 personnes de prix, j'étais 11e. Mais c'est les chemins de vie, c'est les opportunités. Si c'est ça, c'est bien. Si c'est pas ça, c'est bien. Tu te le dis déjà toi à cette époque-là? Non. Même si j'ai, je pense déjà cette capacité à rebondir à cette époque-là. Tu rates un truc, tu le vis pas. Enfin, quand on est jeune, l'expérience fait que tu prends les choses de plein fouet, puis après, tu réfléchis. Puis alors, pas de plan B en plus? Pas de plan B, surtout pas. Non. Surtout pas? Non, ah oui, non, pourquoi? Pourquoi surtout pas? Parce que pas de prévision, moment présent, voilà, très moment présent, ce qui angoisse d'ailleurs énormément mes parents. Donc voilà. Et donc après, j'ai appris à être loin devant. Et ça m'a beaucoup angoissée. Donc maintenant, je suis revenue au moment présent. Loin devant, ça veut dire? Toujours par anticipation, en fait. Toujours à calculer ce qui va se passer. Ouais, alors après le bac, tu pars encadrer des classes de mer et classes de neige. Ouais. Un petit peu ça, oui. À quoi ressemble Stéphanie qui encadre des skieurs? Fais-nous le planter du bâton. Le planter du bâton. Je te fais comme ça? Un verre de vin chaud pour Stéphanie, ouais, c'est ça. s'il vous plaît. Boire avec modération. C'est super expérience là du coup. Il y a un cadre, c'est le sport, c'est vraiment l'éducation populaire, la pédagogie et là je commence déjà à sentir les prémices de quelque chose qui m'intéresse pas mal, quoi. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser à cet âge-là? La transmission, le partage, la joie de vivre, tu vois. Tu t'es pas trop fait skier dans cette expérience? Pardon. Tu prononces pas les H? J'attendais que quelqu'un la sorte, je l'avais écrit au cas où. Faut prononcer les H, tu sais. Céline.
Et ensuite, c'est l'IUT Carrière Sociale en 89. Ouais. Et donc là, expérience, anticipation aussi peut-être Ouais, quand même. Carrière sociale à Tours. Et donc là, je me prépare à devenir animatrice professionnelle. Et à cette époque-là, déjà, peu de gens pensaient que ça pouvait exister d'être animateur professionnel. Il y avait vraiment l'image justement du petit gimmick, là. C'est soit le Club Med, ou soit tu es animateur d'enfants dans les centres de loisirs, et voilà quoi. Et moi, j'avais vraiment envie de professionnaliser ça, surtout quand j'ai eu cette expérience, notamment en encadrement à la montagne. Je me suis retrouvée avec des équipes, avec des jeunes notamment, qui étaient toute l'année suivis par des éducateurs spécialisés. Et là, on partait en raid en chien de traîneau pendant 10 jours. Avec des jeunes qui arrivaient avec les sacs à dos, avec des couteaux dedans, des grenades au plâtre, tout allait bien. Et moi j'étais avec un BAFA, oui, comment on fait, comment on encadre, donc tout a été très spontané et en fait j'ai vraiment ressenti ce besoin de formaliser en fait les choses. Et donc voilà ce que ça m'a apporté, entre autres, carrière sociale. Et ensuite, la transmission. Tu as épousé une carrière de directrice de centre social. Après, je suis partie à La Rochelle, donc direction de centre social. Il y avait toujours cette idée de transmission et quand même ce côté, alors je sais pas si c'est le mot social, mais en tous les cas la relation humaine, quoi. Vraiment être conscient de l'autre qui est à côté de nous, peut-être déjà de l'égalité des chances. Il y avait quelque chose comme ça, quoi. On va en parler tout à l'heure avec ton métier d'anthropologue aujourd'hui en entreprise. Il y a aussi l'idée et l'envie de créer tout le temps. Ah oui, ça c'est sûr. Dès cette époque-là, d'inventer, d'expérimenter des choses. Un exemple d'expérimentation en fait, je créais tout le temps des outils pédagogiques que j'essayais avec les enfants ou avec les ados. Donc voilà, des tas de choses en fait, y compris avec les adultes après en formation professionnelle, quoi. J'ai jamais suivi en fait les outils qu'il y avait dans les livres. Par contre, je m'en suis inspirée pour créer autre chose et puis essayer des choses et voilà. Et ça, j'adore. C'est insécurisant les livres, la théorie? Insécurisant? Ouais. Non, pas insécurisant, je dirais pas ça. Non, mais pas suffisant. C'est enfermant. Ah oui. C'est enfermant. Ouais, c'est ça. pas suffisant. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Alors, 29 ans, tu tombes malade, le genre de maladie qu'on n'a normalement pas à 29 ans. Ouais, voilà. Et pour autant, tu n'as jamais considéré qu'il pouvait t'arriver quelque chose de grave. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu un cancer du sein. Donc c'est vrai qu'à 29 ans, c'est un peu surprenant. Et puis en même temps, quand ça m'est arrivé, je crois que j'ai même pas eu conscience que c'était grave, parce que pour moi c'était une maladie un peu comme un rhume, mais de toute façon il fallait y aller et go. Et donc voilà, je me suis jamais arrêtée de travailler. Je faisais mes soins en fait, là, j'habitais à l'époque en Vendée, j'avais les soins à Nantes et je travaillais à Noirmoutier, donc j'avais un triangle des Bermudes là à faire. Et en fait je pense que le boulot et puis tout le temps être en lien avec les gens, ça aide aussi à pas être enfermé dans la maladie ou, voilà. C'est la puissance de l'optimisme qui te sauve? Ouais, je pense qu'il y a quand même de ça. Alors, optimiste, canal historique? Optimiste par nécessité ou naïf qui s'assume? T'arrêtes un peu de me poser des questions comme ça. Non, optimisme. Tu peux dire, je choisis pas. Optimisme, quand même, c'est profond chez moi l'optimisme. Je pense vraiment que c'est profond depuis toute petite. Donc certainement que ça s'est encore plus développé par adaptation. Voilà, c'est l'inné, l'acquis, machin, tu sais pas trop où ça se situe. Mais en tout cas, c'est bien présent. C'est clair qu'en termes d'adaptation, là, c'est bon. Cécile? Alors, tout ça pour arriver où? Au Greta, où tu deviens prof au Greta. Français appliqué à l'entreprise. Et puis, alors, en parallèle, tu continues les recherches, tu creuses, tu explores. L'exploration devient un vrai deuxième boulot. Ouais, c'est ça en fait, l'archéologie. En fait, j'ai pratiqué l'archéologie vraiment de terrain pendant 17 ans. Et j'ai appris beaucoup en fait sur les chantiers. Donc c'était des chantiers sur la période de la préhistoire, le néolithique exactement, notamment en Vendée, mais aussi ailleurs. On s'est retrouvés avec les équipes en Sardaigne, au Portugal, voilà. Et pour moi, c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment la période où l'homme se sédentarise. Et c'est à partir de là en fait que notre société, notre organisation sociale d'aujourd'hui existe, quoi. Tout ce qui est économie de marché, naissance de l'agriculture, l'organisation sociale en pyramide, système de chefferie, etc. Qu'on est en train de quitter précisément aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que ça frotte un peu. Ça frotte un peu, ça pique, ça fait mal. Voilà. On va en parler tout à l'heure en parlant de ton métier. Exploratrice façon Christophe Colomb, la première à découvrir.
Non, fais abstraction Non. du côté pilleur sanguinaire. Ah oui, mais parce que moi je vois Mais ça, j'entends ça là quand bah tu oui, me c'est ça. fais. Ou alors Si tu me fais façon- Indiana Jones, ça va me faire la même chose. Alors, Indiana Jones, Ah, je regarde. C'est pas mal. prof ça. d'archéologie quand même. Ou alors façon Oui. Dora. T'as pas d'autre choix? Non, j'ai pas Alors je d'autre tape sur le buzz. C'est sacrément préparé cette émission. C'est clair. Je Alors, suis impressionné. Ouais, il est en train de flipper en fait, Pierre. C'est ce qui vient de m'arriver tout à l'heure. Dora, quelle exploratrice quand même. Ça a changé. Avec un beau sac à dos. Avec un beau sac à dos. Bah, c'est quoi ton j'adore. explorateur alors inspirant? Mon explorateur inspirant. Vraiment en archéologie ou l'explorateur Dans l'exploration de façon universelle. J'aime bien quand même ce que Edgar Morin a fait. Françoise Héritier aussi. Ça, c'est vraiment des gens qui m'ont impacté. Et puis, mes enfants. Alors là, c'est génial. Aucune inhibition, tu découvres Aucune des trucs. inhibition. Bah Ouais. non, c'est génial. Quand t'es enfant, t'as pas peur de découvrir. Pour peu que tu sois un peu encouragé. Voilà. Et Edgar Morin et Françoise Moretti, ils ont quelle relation avec toi? Françoise L'héritier. Héritier. L'héritier, pardon. Edgar Morin, aucun, si ce n'est que c'est quelqu'un que voilà, j'étudie, j'admire. Et il travaille dans quel domaine C'est pour ceux qui un anthropologue connaissent. aussi, Voilà. Edgar Morin. Et Françoise Héritier aussi, une anthropologue qui a travaillé beaucoup sur la question du genre. Elle a disparu il y a 2 ans et ça a été pour moi une aide de conférence. C'était vraiment la personne qui m'a accompagnée à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc, voilà. Et on C'est va vraiment parler quelqu'un dans un de super. instant, après la chronique de Birgitta. C'est sa première aujourd'hui. J'ai Bravo. 2 mois aussi. Et on pourra plus nous dire c'est pas très joli. Birgitta, tu m'as proposé de t'envoyer ça comme son. Ouais. C'est sympa ça. Ouais. Alors pourquoi Ray Charles? What a wonderful world. Parce Si quelqu'un que- veut la refaire avec un autre accent, c'est possible. Surtout avec un autre nom de chanteur. Je vais vous raconter un petit peu Ray Charles, si vous voulez bien. Pourquoi c'est pas Ray Charles? Ah non, c'est pas Ray Charles. Ah bah si, j'ai cherché Ray Charles, je suis tombé là-dessus. C'est Louis. Ah, c'est Louis Armstrong, d'accord, ok. Bon, alors autant Donc pour moi, l'idée, je vais c'était chercher Ray Charles, un Ray Charles. mais c'est bien aussi, Je disais hein. qu'il y avait un truc qui clochait dans ma tête. C'est smart aussi, hein. C'est bien aussi. Donc, C'est Red Charles. Non, là, Non, c'est c'est Louis Ray Armstrong. Charles. Non, D'accord, là, ok. c'est Louis. On va faire un débat, c'est promis. Donc, la petite histoire de Ray Charles. Membre d'une minorité, ruiné, aveugle, orphelin à 15 ans, élevé dans la partie colorée de la ville, à une époque où l'esclavage n'est pas très très lointain, il est devenu l'un des musiciens américains les plus influents de son temps. Bref, en gros, c'est un type qui n'a pas perdu son temps à se trouver des excuses. Et donc vous vous demandez peut-être un peu pourquoi j'illustrais avec Ray Charles. Mais pourquoi? Parce que le truc qui me tient à cœur, c'est de vivre une vie heureuse. Et même si la vie est semée d'embûches, on peut se créer sa propre vie en faisant ses propres choix et en la transformant. Je pense que ça rentre, c'est un peu dans l'idée de ce que tu fais et tout ça. Et donc je vais partager avec vous quelques idées que j'ai glanées au gré des lectures et des podcasts. Donc notre expérience de cette planète, c'est déterminée par la façon dont nous décidons de percevoir la réalité. Pour changer notre vie et en vivre une nouvelle qu'on n'a jamais vécue, notre foi en nous-mêmes et en l'existence des miracles doit être plus forte que notre peur. Voilà, je pense que ça, c'est encore dans la même idée de ce que tu vis et de ce que tu soutiens. Que l'accouchement soit pénible ou sans douleur, il vous faut accepter de tomber, de vous relever, d'avoir l'air bête, de pleurer, de rire, sans vous arrêter jusqu'à destination à tout prix. Une des choses qui me semble importante, c'est aimez-vous, rien ne pourra vous arrêter. On sait bien qu'il faut s'aimer soi-même et que comme ça on aime les autres et on va plus loin. On remarque que souvent, quand on ose tout changer, souvent la vie tourne au désastre avant de tourner au miracle. On crée sa propre réalité et pour cela, il faut décider de reprogrammer ses croyances pour écouter son cœur et procéder à une mise à jour complète de notre monde et de notre personnalité. Cela revient un peu à assassiner notre ego. Wow. Donc quelques techniques pratiques que moi j'utilise tous les jours et que je trouve qui sont intéressantes, c'est démarrer ces phrases par des mots positifs. Par exemple, c'est bien parce que. Alors un exemple, c'est bien parce que j'ai crevé un pneu sur le trajet de retour de l'école. Comme ça, j'ai pu montrer à mes enfants comment gérer une situation inattendue. En plus,
J'ai passé du bon temps avec eux dans la voiture à jouer au jeu des questions en attendant la dépanneuse. Et voilà, et comme ça on peut défiler plein de... C'est voilà. toi qui as fait le scénario d'Amélie Poulain. C'est bien, Je te reconnais. parce que... Voilà. Après, il y a d'autres petites affirmations excellentes pour notre amour-propre, parce que grâce à notre amour-propre, eh ben, voilà, on est encore... on aime, on s'aime et on aime encore plus les autres. Donc vous pouvez en choisir une et vous le répétez le plus souvent possible. Alors par exemple, c'est... je suis belle, rayonnante et intelligente. Je suis sublime, sexy, brillant. Enfin bref, voilà, ça va pour tout le monde. Je ne fais qu'un Nico, avec... il fait ça tous les matins dans son miroir, je crois. Ouais, il me semble. Je suis belle, intelligente. Et... C'est ça. Je ne fais qu'un avec l'univers. L'univers est fantastique comme moi. Parce que parfois, on peut se réveiller un peu avec des idées... Voilà. Et en fait, plus on se répète ça, je mérite et je reçois d'énormes quantités d'amour chaque jour, à chaque instant. Voilà. Donc l'idée, c'était voilà, de vous partager... De nous inonder, de nous irradier de soleil. Voilà. Comme à chaque fois, hein, Alors... Birgitta, quand elle s'exprime au micro, elle est comme ça. Voilà, et comme c'est la période de Noël, et ben donc je l'ai illustré avec des livres que j'ai lus et qui m'ont bien inspiré. Alors celui-là, c'est pour ça que je vous parlais de badass. Badass, c'est débile, mais badass, c'est la personne qui déchire. Donc voilà, donc l'idée, c'est un peu voilà, de vous montrer. Donc un des livres qui m'a le plus inspiré pour cette chronique, c'est celui-là. Montre-le à une caméra, si t'en as une. Voilà. Celle-ci, par exemple. Alors, non, laquelle? Derrière. Voilà. D'accord. Tiens, prête-le à quelqu'un qui Voilà. va cadrer. Voilà. Voilà. Jean Sincere, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et dans la biographie, vous trouverez à la fin un grand nombre d'écrivains ultra inspirants, Louise Hay, Edgar Tolle, et je vous en passe. Ils sont tous cités à la fin et c'est que du bonheur. Et sinon, j'ai trouvé ça aussi dans un kiosque samedi. Et c'est penser positif. Et ça, on peut faire ça comme ça quand on a un petit moment pour nous à Noël. Et ben, on se pose dans son petit coin quand on n'est pas envahi par toute la famille et on prend du temps pour soi. Et voilà. Et ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Vous ne passerez pas les mêmes fêtes de Noël que prévu finalement. Stéphane et puis Stéphanie ensuite. Non, juste pour conclure et puis continuer à parler de Ray Charles, à la question d'un journaliste. Ray Charles, on lui avait posé la question, et de pire que d'être aveugle, qu'est-ce qui aurait pu vous arriver? Et il avait répondu, être noir. Voilà. Stéphanie, t'as envie de réagir? Je t'ai vu prendre moi des notes. j'adore, oui, c'est marrant parce que je notais le mot d'humilité au moment où t'as dit assassiner l'ego, donc c'est exactement ça. Et puis la perception de la réalité, tout le rapport à l'invisible, le côté univers, en fait, avoir la conscience d'être connecté à quelque chose de vivant, même si nous on est des petits vivants, il y a du grand vivant autour de nous. Et puis sur le côté méthodo aussi, les kiffs là, de Florence Servan-Schreiber, moi j'adore faire ça le soir. Elle en fait un spectacle d'ailleurs. Ouais, Florence, d'ailleurs elle ça va passe très bien. jeudi ici au Théâtre des Sans Noms. Je pense Ok. qu'il y a, voilà, c'est juste une petite Donc info. au moment où on enregistre, on est en décembre 2018. Mais vous Pardon. pourrez retrouver, Alors, même dans 3 ans, ok. dans 4 ans, mais Bon, c'est ok. bien. En tout cas pour nous c'est bien. Pour nous c'est très bien. Et Stéphanie. donc les 3 kiffs, c'est le soir avant de te coucher, en fait tu revisites ta journée et tu extrais de ta journée 3 moments qui ont été des moments plaisants, des moments positifs, des moments de petit bonheur. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs de la folie, quoi. Bah ça oui, peut c'est être ça. juste du C'est vent très que simple. tu sens là comme ça. Et, ouais. Collectionner D'ailleurs, les réussites. Dans le bouquin, ils en parlent aussi. Alors je me suis dit, si je listais tout, vous alliez être saturé d'informations, mais ça c'est génial aussi. Moi je trouve que c'est hyper Ouais. Tu nous as fait un truc aux petits oignons. Pierre-Yves, est-ce que ça te parle ça positiver, identifier les réussites, les petites réussites du quotidien? Oui, complètement. Après, je suis conscient qu'on va tous mourir quand même. Mais. Ah, mais enfin, moi... T'as pas dit qu'il y avait un truc après? Non, mais moi je suis dans cet état d'esprit aussi complètement. Et j'ai souvent la phrase de Higelin qui dit: je ne vis pas ma vie, je la rêve. C'est comme une maladie que j'aurais chopé tout petit. Et moi je suis tout à fait là-dedans. T'es là-dedans aussi. Arnaud, Sexuellement tu veux- transmissible. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Birgitta. Pour une première, la barre est très haute Merci quand même. à Hein. vous. Voilà, je dis Avec ça, je dis rien. plaisir. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Et on va lui poser plein de questions. Et nous sommes toujours en public avec les contributeurs de J'ai deux mots à vous dire. Stéphanie Douillard est notre invitée. On va parler de ton métier maintenant. Stéphanie, on va parler de ton métier. Évidemment, vous réagissez quand vous le souhaitez. Tu es anthropologue avec un cabinet qui s'appelle Entre Deux, A-N-T-H-R-2. Oui. Voilà, avec la racine d'anthropologie. Exactement. Ouais. C'est vraiment l'homme. C'est l'homme qui compte Ouais. d'abord et avant tout. Alors, oui.
enfin c'est pas l'homme au centre comme on peut l'entendre souvent, parce que du coup, quand on est anthropocentré, on arrive un petit peu. Ouais, c'est ça. je comprends. Mais bon, entre deux, voilà, la racine vraiment homme. Puis entre deux, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans un entre-deux, dans un passage en fait aujourd'hui. Au niveau sociétal notamment, puis sur plein de sujets. Et donc je trouvais intéressant de nommer, voilà. C'est la science carrefour des sciences humaines à l'échelle de l'humanité. C'est ça. C'est ça. Donc toi, tu as pris toute la fac de sciences humaines. c'est vrai, je le dis toujours, alors là ça manque d'humilité à fond, mais c'est vrai que parce que l'anthropologie sociale, c'est vraiment, ça rassemble toutes les sciences humaines. Est-ce que c'est un manque d'humilité ou est-ce que c'est une curiosité poussée en fait, très loin ? c'est vraiment l'envie d'aller tout découvrir, tout comprendre, faire des liens entre plein de choses. Moi, à chaque fois que je rentre dans un sujet, j'ai besoin d'avoir tout le réseau, tout le machin, comment ça se lit, réfléchir à ça, partir du terrain, aller au-dessus, redescendre, être au milieu, se déplacer. Tu dois te crever en fin de journée. Ah non, ça me nourrit, moi. Ça te nourrit ? Ouais. Alors, tu as travaillé notamment, sur plein de sujets, mais notamment sur la question du genre. Oui. Avec un regard anthropologique. Raconte-nous ça. Là, l'idée, c'était d'aller chercher en fait comment les rôles sociaux en fait se mettent en place chez nous, humains. Hommes, femmes, qu'est-ce qui se passe, à quel moment et donc j'avais travaillé sur cette question-là, et notamment je suis partie en Suède au ministère de l'égalité des chances pour aller croiser, voir est-ce que c'était que de l'acquis ou est-ce que c'était de l'inné, c'était du culturel, etc. Et j'ai fait des expériences même vraiment intéressantes sur ça. Quel type d'expérience ? Notamment dans le cadre d'une formation d'élargissement des choix professionnels pour les femmes. Donc c'était en 1997 et 18. Et l'idée, c'était de dire, mais voilà, les femmes vont toujours systématiquement vers 5 secteurs d'activité qui sont des secteurs qui sont très liés à leurs rôles sociaux, le côté maternant, les enfants, le côté du soin, etc. J'en passe des meilleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que il y a un engouement sur ces 5 secteurs d'activité et pas les autres ? Est-ce que c'est parce qu'on les découvre pas ? Est-ce que c'est parce que on sait pas que ça existe ou on se projette pas dedans ? Et donc, on a fait des expériences comme ça avec un groupe de femmes, de 12 femmes qui ont accepté de vraiment aller voir, de pousser la porte, essayer des choses, découvrir, discuter avec des hommes, faire des expériences, se former. Certaines sont allées vraiment loin. 97, vous étiez un peu précurseur là. Hein. Ah oui. Parce que les actions de ce type, elles ont commencé à émerger de façon plus importante dans les années 2000. Ouais, 2003, ouais. Nico ? Ouais, et on est obligé d'aller en Suède en fait pour faire ce type d'expérience ? Non, c'était vraiment... Non, mais parce que en fait c'était juste c'était le plaisir de prendre l'avion et de jouer l'archéologue. Un petit peu, non, non, c'était vraiment pour croiser, tu vois, ne pas rester dans sa propre culture et dire mais comment ça se passe ailleurs, parce que c'est vrai que la question d'égalité des chances en Suède, elle est vraiment traitée autrement. En tout cas, ils ont une longueur d'avance une fois de plus. C'était inspirant. Sur le sujet. Ouais. Avant que Céline et Cécile réagissent, la brochette de mecs derrière, l'égalité homme-femme, ça vous parle ? Parce qu'ils sont hyper silencieux aujourd'hui. J'ai complètement décroché. C'est vrai ? En plus, il ne s'agit même pas d'égalité homme-femme. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on est différents, même pas à aller militer sur le fait qu'on est pareil. C'est même pas ça la question. L'égalité ? Je sais pas, parfois enfin, je sais pas, j'ai pas de terme là-dessus. Ouais. J'ai pas de terme, non. Mais les choses ont bien évolué, parce que c'était en 97. Moi, dans ma rédaction, on est 70 et il y a 2 filles quand même. Hein. Pas mal. C'est bien. Merci beaucoup pour ton témoignage. Max. C'est hyper encourageant. Et on voit bien quand même que maintenant les métiers se féminisent beaucoup. Les beaucoup métiers plus. d'hommes. Alors tiens, dans la marine marchande, puisque c'est Max le capitaine qui parle. Voilà, avant la marine marchande était essentiellement réservée aux hommes. Et je travaille sur les remorqueurs et on a des chefs mécaniciennes et on a des commandants maintenant, femmes à bord, on n'avait pas effectivement il y a une dizaine d'années. Alors, est-ce qu'elles doivent se faire une place et prouver encore davantage leur talent, comme c'est malheureusement souvent le cas dans les métiers non traditionnellement féminins ? Non, elles s'insèrent très très bien et nous, enfin tous les hommes à bord respectent totalement le... Tiens, on fera une émission spéciale un jour. On fera venir peut-être quelques professionnels des deux genres, hein, en l'occurrence, sur des métiers non traditionnellement masculins ou féminins. Arnaud et puis Gaël ensuite. Pour aller dans le même sens que Pierre-Yves, dans ma direction, on est 50 et il y a 48 femmes et 2 garçons. Oui. Ouais, toi, tu es dans la communication. Ouais, voilà. Pareil. Moi, j'ai l'exemple dans la relation. J'ai l'exemple dans le bâtiment. Et les 2 hommes sont 2 chefs, non ? Non.
Je sais pas. Bah, oui. Il y a au moins les deux sont chefs. Gaël. Moi j'ai l'exemple. Il y a un duo. Gaël. J'ai l'exemple dans le bâtiment où en fait on s'aperçoit même qu'il y a des entreprises notamment de peinture et de carrelage. Où je prends l'exemple du carrelage où pour les sols généralement on laisse ça à faire aux garçons parce qu'on a vraiment des charges et du physique, mais tout ce qui est faïence, bah en fait on laisse faire ça aux femmes. Et quand je dis on laisse faire ça, c'est au contraire, c'est une tâche qu'on Vous n'avez pas envie d'effectuer? Non, mais qu'on demande. Non, pas du tout. Mais moi je suis pas dans le carrelage, donc je suis pas dans le carrelage, donc je suis tranquille pour en parler. Ouais, mais qu'on demande à des femmes de faire parce qu'elles le font bien mieux et bien plus rapidement, quoi. Il y a deux choses importantes en fait. Là où les femmes sont arrivées un peu plus en nombre en fait dans des métiers dits traditionnellement masculins, il y a l'amélioration des conditions de travail pour les hommes. Donc là c'est plutôt chouette, mais il y a aussi la baisse de salaire. Partout où les femmes sont arrivées en nombre dans les métiers, le salaire, l'enseignement, voilà par exemple. Stéphanie, est-ce qu'il y a des moments mais bon, ça pas toujours. Est-ce qu'il n'y a pas des L'idée moments n'est pas de faire du militantisme. Voilà. Bon, on peut juste quand même, c'est pas juste gênant, pour dire, c'est pas c'est sale. pas du tout le cas chez nous. Hein. Mais non, forcément, le mari marchand. Les femmes ont exactement le même salaire que les hommes. Oui, bien sûr. Public. Et pour rejoindre Gaël, Rejoins Gaël. Vas-y, montre-nous comment tu rejoins Gaël. Les filles, les femmes capitaines manœuvrent beaucoup plus délicatement que les hommes. Alors justement, je voulais essayer de casser un cliché, mais cette fois-ci un cliché excessivement positif. L'exemple que vient de prendre Max, où on parle souvent, par exemple dans le bâtiment, d'une forte méticulosité des femmes par rapport aux hommes. Est-ce que c'est pas un peu agaçant parfois aussi d'entendre ça? Je pense que ça agace beaucoup de monde. Moi, je suis pas spécialement agacée. Après, je pense qu'on a tous des talents différents. Est-ce que les talents sont liés à notre genre? Pas tellement. Je suis pas certaine de ça. Il y a des femmes qui sont très carrées, il y en a d'autres qui sont toutes fluettes, il y a des hommes qui, etc. Donc je sais pas. Par contre, c'est vrai que dans l'histoire, on retrouve, notamment il y a un ouvrage qui a été fait par un anthropologue, archéologue, il y a quelques années, l'Amazone et la cuisinière, où lui, il a vraiment travaillé sur les gestes primaires en fait qui ont amené la sexualisation quelque part des métiers. Et c'est assez intéressant parce que dès le néolithique, même voire au paléolithique, la femme elle est plutôt sur le côté rond, soigneux. Enfin, il part vraiment de concepts. Alors c'est presque du rapport à l'invisible, je dirais, mais voilà, c'est très conceptuel. Et par exemple, la femme quand elle va à la chasse, elle a le droit de chasser l'homme. C'est pas que le terrain de l'homme. Elle a le droit de chasser aussi. Elle a le droit de chasser. Enfin, elle a le droit d'ailleurs. Pourquoi je dis elle a le droit? Elle va à la chasse, genre voilà. Elle va à la chasse, sauf qu'elle ne fait pas saigner l'animal. J'aurais cru qu'elle lançait des plus petits cailloux, moi. Elle n'utilise pas de comment on appelle ça, d'outils contondants, etc. Elle va chasser avec un autre animal, par exemple. Avec un oiseau, voilà. Et bon, il y a vraiment cette notion de sang. Qu'est-ce qu'on a gardé de cette époque-là Les femmes assomment toujours les hommes. Non, mais c'est une blague. C'est une blague à deux balles. Merci. Tu veux les bons efforts du ski là-dessus? Je m'en vais. Pas de crème. Sinon, j'ai Eugène Sacomano pour tout à l'heure. On peut l'utiliser maintenant. Stéphanie, on va prendre un exemple très concret d'intervention en anthropologie en entreprise. On t'appelle. Pour quelle raison? Et quand tu arrives dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Céline, tu avais une question avant. Ça allait bien avec... Ça allait bien. Ah oui, alors faut me faire des grands signes d'avion, tu vois. Ouais. Tu me fais des grands signes. Vas-y, pose ta question, puis après on ira dans le concret. Une question un peu sérieuse. Est-ce que tu as ressenti la valence différentielle des sexes dans ton quotidien d'anthropologue? La valence différentielle des sexes. Mot compte triple. Je sais pas si je peux le dire... tu faisais une réflexion tout à l'heure quand tu interviens et tu dis effectivement sur les postes à responsabilité, il y a plus d'hommes que de femmes. Je pense que c'est factuel. Donc voilà, après c'est tout. Moi j'ai peut-être fait le choix finalement de sortir aussi du système. C'est-à-dire que, franchement, un cabinet d'anthropologie, t'en as pas. Enfin, tu vois, c'est soit des laboratoires d'anthropologie affiliés au CNRS. Voilà, moi je fais partie d'un collectif d'anthropologues, mais c'est un collectif et chacun a son entreprise. Qu'est-ce que vous faites ensemble?
En fait, soit on partage nos travaux quand ce sont des travaux de recherche, soit on partage des expériences en fait d'outils pour aller capter en fait des informations. Voilà. Alors, un exemple. On crée tous des outils. Bah oui, vous créez plein d'outils. Un exemple. Tu arrives en entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a un petit temps d'écoute quand même, où je vais aller cueillir en fait un certain nombre d'informations pour savoir de quoi il s'agit, pourquoi on m'appelle et comment voilà, ils viennent à toi déjà ces entreprises? Alors, c'est assez, enfin c'est pas étrange, mais. Tu veux savoir comment elles prospectent? Ouais. En fait, je ne prospecte pas. Non, mais parce qu'il faut quand même. Est-ce que entrant. ce sont que des entreprises qui sont déjà en chemin, ou est-ce qu'on est vraiment aussi sur une vraie démarche d'entreprise qui pourrait se dire c'est une super question. Ouais, c'est une super question parce qu'en fait aujourd'hui on retrouve, si tu veux, tu as une partie des démarches qui sont très mode, tendance, agilité, adaptabilité, collaboratif, etc. C'est parce que c'est tendance qu'on y va. Et tu en as d'autres, vraiment c'est profond, c'est-à-dire la vision de l'entreprise, elle est vraiment travaillée profondément. Et là tu peux être sûr que c'est quelque chose de pérenne et durable, quoi. Après, moi je fais le choix, alors c'est presque un luxe de travailler avec les gens qui sont, comme tu dis, déjà presque en chemin. Alors il se peut que ce soit le chef d'entreprise qui à un moment donné, lui, se pose la question de ce côté anthropologique, de changement de monde, etc. Et la première marche, le next step, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais comprendre pour pouvoir agir, moi, sur le terrain, dans mon territoire, et voilà. Donc là, moi j'adore ça, parce que pour le coup, là on va beaucoup plus vite. Bon. Là, alors, on parlait de reprogrammation des croyances. C'est-à-dire déjà le travail de reprogrammation des croyances est fait. Donc là, je ne dis pas le terrain, c'est vraiment top. L'exemple peut-être de l'Hôtel-Dieu au sein duquel tu es intervenu. Oui, j'ai travaillé avec notamment le cabinet Wigwam là, sur Nantes, qui est un cabinet d'architecture qui fait de l'architecture en conception intégrée, c'est-à-dire que dès le départ, les clients, les consommateurs, les habitants en fait, sont mis dans la boucle collaborative en fait, avant même qu'il y ait le premier trait de l'architecte. Donc c'est quand même déjà une pensée un peu à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et là en fait moi j'ai été appelée plutôt pour aller révéler le côté rapport à l'invisible sur le lieu, parce que ce lieu-là a vraiment une histoire très très forte. Donc il y a des stigmates historiques effectivement, il y a un bâtiment, il y a une architecture, voilà. Il y a un vécu mémoriel d'une maternité, mais au-delà on ne sait pas. Or le bâtiment porte quand même des stigmates en fait de l'histoire, même si on ne les voit pas. Et donc en fait, j'ai travaillé sur ces stigmates-là, et notamment le fait qu'il y avait eu il y a eu des fouilles archéologiques qui ont montré que à l'Antiquité, on enterrait les morts sur le lieu. Il y a eu ensuite la présence des Augustines qui ont créé la Maison Dieu. Les Augustines prenaient soin de la vie, du bien-être. C'était vraiment le wellness avant l'heure. Et puis ensuite, la maternité, c'était un peu comme une allégorie en fait de la vie à l'envers. Et donc comme une naissance, une renaissance. Donc on a vraiment travaillé sur ce concept-là. Donc voilà, c'est un exemple. Et là, j'ai envie de faire le casse-pied qui peut-être avec un espèce d'excès de pragmatisme. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter, ce travail-là, sur les invisibles, comme tu le dis, sur l'histoire mémorielle? En fait, ça sert à donner du sens. Et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas le sens des choses, en fait. Si tu n'es pas ancré, tu es un satellite, tu te balades. Enfin, en tous les cas, c'est ma vision des choses, quoi. C'est vraiment l'idée des racines, et puis des ailes, des germes, et tu sais d'où tu viens, quoi. Donc, du coup, tu sais où tu vas. C'est bon. Et tu sais plus facilement où tu vas. Arnaud? Mais est-ce que ça peut pas non plus aboutir à ne pas demain faire évoluer l'Hôtel-Dieu, parce qu'il va plus exister l'Hôtel-Dieu, puisque le CHU va aller sur l'île de Nantes? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'avec ce travail-là, on fige l'histoire et on s'interdit toute destruction d'un bâtiment? Alors c'est une super question. Déjà ça fait plusieurs fois que vous posez des super questions. Hein. Non, c'est vrai. Moi j'ai un modèle, c'est Cécile Préfort. Pour l'instant, on a 3-1 pour Cécile. Il s'agit du projet sur Rennes là dont je parle. C'est pas le projet ici. Ceci dit, la question elle est globale. En fait, l'idée c'est pas de faire absolument une emprise archéologique et de tout conserver, mais c'est de donner du sens. Et c'est pour ça que je parle de rapport à l'invisible. C'est-à-dire que en fait, le fait qu'il se soit passé quelque chose ici, c'est l'ancrage fort. Et après, tu mets en contemporain, je dirais, tu mets en
comment on dit, contemporanéité, l'objet étudié. Donc du coup, par exemple, sur l'Hôtel-Dieu, c'était vraiment l'idée de, alors le bien-être, ça correspondrait à quoi aujourd'hui ? Eh ben, c'est proposer des cours de yoga ou de la méditation pour des gens qui n'en auraient pas les moyens ou pour des gens qui en ont les moyens, avoir la possibilité de faire des petits marchés avec des producteurs locaux. Ben voilà, donc du coup, tout de suite, on met une touche moderne, actuelle, de besoins profonds finalement. Mais en lien avec l'histoire du lieu. Et avec les valeurs de l'époque. En fait, tu tires le fil, quoi, comme ça. Alors en entreprise, tu parles évidemment d'une entreprise, mais une entreprise, je sais pas moi, de 50, 60 personnes, à taille beaucoup plus petite. Alors là, en fait, donne-nous un exemple d'intervention. Ouais, là il y a deux possibilités. Soit en fait, je rentre sur des équipes où à un moment donné, on m'a appelé parce qu'il y avait un souci, plutôt travailler le côté relationnel, communication. Puis en fait, en déroulant le fil, là aussi, on se rend compte qu'il y a des choses plus profondes. Donc là, moi, j'adapte et puis je propose des outils. Tout est à la carte. J'ai jamais un catalogue, en fait, là-dessus. Bien sûr. Et quels exemples je peux citer ? L'exemple des rites de passage, par exemple, en entreprise. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans les communautés ethniques et archaïques préhistoriques, en fait, sur l'importance de prendre soin de la communauté, de prendre soin de chaque individu dans la communauté. Et les rites de passage, ça fait partie de ça, en fait. Voilà. Alors un exemple de rite de passage ? Par exemple, quand un collaborateur qui est promu ou qui change de poste, on salue, on va les reconnaître, on célèbre en fait. Ses mot. Ses pairs. On célèbre ça, oui, on célèbre ses pairs, c'est exactement ça. Et si tu veux, c'est comme une reconnaissance quelque part. C'est chaque temps dans l'entreprise a une importance et c'est l'idée d'être ancré encore une fois sur. C'est peut-être ce qui manque à bien des entreprises d'ailleurs, de ne pas être suffisamment dans la célébration pour recommencer autre chose. Ouais, alors le quotidien est certainement pas facile, mais oui. Vas-y, on fait des gestes. Je pense qu'effectivement ça manque parce qu'en fait c'est comme des étapes, c'est comme dans la vie, quand tu apprends à marcher. Mais tes parents, ils célèbrent le fait que ça y est, t'as fait tes premiers pas. Les autochtones, les Amérindiens, en fait, ont des cérémonies, des rites de passage pour les premiers pas en dehors du tipi, les premiers pas dans la neige, etc. Et c'est vraiment des moments qui font grandir. Et quand on est manager, dirigeant, on fait grandir les gens autour de soi aussi. Et, voilà. Donc, et dans cette société qui va vite, qui est impatiente, il n'a jamais été aussi important de l'effectuer. Olivier ? Stéphanie, quand tu arrives dans une entreprise, est-ce que tu arrives à capter les signaux faibles ? Tu parlais d'invisible tout à l'heure, et est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Alors en fait, j'ai mis en place un outil redoutable. Non, c'est pas redoutable, mais en tous les cas, c'est ce que j'appelle moi une cueillette anthropologique. Quand je vais en échange conversation avec différentes personnes dans l'entreprise, ça me permet d'aller chercher des choses qui sont de l'ordre du sensible et de l'émotionnel, qui ne sont pas des choses forcément dites avec les mots, mais que je peux percevoir par les gestes, les attitudes, ou parfois j'invite les gens en fait à faire une sorte de parcours imaginaire à travers des cartes valeurs. Imaginez par exemple le trajet que la personne a à faire dans l'entreprise pour aller à son poste de travail le matin, qui fait que ça la déprime totalement. On va fermer les yeux et je vais l'inviter à décrire en fait ce qu'elle ressent quand elle est sur ce passage-là. Donc ça, c'est tout bête en fait, mais ça va aller chercher des choses qui sont de l'ordre tripal, quoi, émotionnel. Et ça a des indicateurs, c'est des indicateurs très forts. Ce sont des indicateurs très Mais t'as une caisse à outils énorme en fait. Je la crée. T'as pas de problème de dos ? Céline Birguita j'avais une et question. Dimitri s'incruste. Ouais, je m'incruste. Ouais. Ça fait un moment que je me suis incrusté. Vas-y. J'ai essayé de la faire invisible, mais. Vas-y Dimitri. Et ensuite, c'est pour équilibrer les genres. Pour mettre un peu de voix masculine quand même dans cette émission. Vas-y. Moi j'avais une question par rapport aux valeurs, c'est-à-dire comment tu fais quand tu te retrouves par exemple avec un collaborateur qui est clairement en conflit. Ses valeurs personnelles sont en conflit complet avec l'activité même de la société, parce que ça doit aussi arriver, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là parce que ça arrive très souvent. Ça arrive certainement très souvent. Ça s'appelle même burn-out parfois. Oui, voilà. Alors avant que le burn-out arrive, comment toi tu peux arriver à faire en sorte que les choses se rééquilibrent ou
Déjà, il faut vérifier si c'est vraiment une histoire de valeur, effectivement, parce que le mot valeur, on l'utilise beaucoup actuellement. Et par exemple, tu me parles de valeur, je vais te parler de valeur. Non, mais je parle de valeurs, les valeurs. Oui, les valeurs profondes de l'entreprise. Donc déjà, bien redéfinir les valeurs personnelles. Ah oui, parce que là aussi, il y a une différence. Vraiment une opposition totale. Ouais. Je vais te prendre un exemple débile, peut-être que ce sera plus parlant. Quelqu'un qui travaille chez Monsanto et puis en fait, c'est une écologiste contrariée. Bon, déjà il y a eu une erreur de casting au niveau de la DRH là. Avant, mais c'est pas grave. Je comprends la question pour dire. Mais voilà, je fais caricatural. Ouais. T'as raison. En tout cas, le côté il est factuel. T'es sûr qu'il y a un gros décalage dans les valeurs. Bah tu sais, en fait, moi je dis toujours quand il y a un décalage sur les pratiques, c'est-à-dire tu as des communautés de pratiques dans la vie. Tu peux échanger, quand tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas revenir sur tes valeurs. Quand tu as des communautés de valeurs, là tu peux être sûr c'est pérenne. Ce sont des équipes qui durent. Parce que s'il y a un problème de pratique ou à un moment donné on s'est fighté parce que le projet ceci ou il y avait une pression énorme, hop, tu redescends plus petit dénominateur commun et effectivement ça ne pète pas toute l'organisation. Quand il y a un vrai problème de valeur, là, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et surtout faire en sorte de constater chacun de son côté où qu'il y a bien ce problème de valeur, que chacun puisse exprimer, écoute-moi là, c'est plus possible, tu me demandes de faire ça, mais du coup les équipes derrière, machin, enfin, etc. Donc c'est vraiment l'idée de la communication, du relationnel. On peut ne pas être sur les mêmes valeurs. Il peut y avoir à un moment donné un décalage parce que rachat, fusion, etc. Et tout d'un coup, il y a un changement de paradigme au niveau de l'organisation, quoi. Dominique, et puis ensuite Cécile, Céline, Birgitta. On a abordé au tout début le... On va y arriver, mesdames. On va y arriver. C'est promis. 3 quarts d'heure. Ouais, c'est ça. À bâbord, les hommes se manifestent. Restez avec nous. On a abordé au départ... Allez, vas-y Dominique. On a abordé au départ qu'on allait changer d'époque et quitter l'aspect excessif hiérarchique. J'aimerais bien savoir comment se situe la France dans cette valeur hiérarchique. Quelle est la place de la hiérarchie en France par rapport au reste du monde ? Je ne pense pas être compétente pour répondre à cette question. Par contre, effectivement, les autres formes qui arrivent, les autres formes d'organisation qui d'ailleurs ne font pas qu'arriver, elles sont présentes dans les entreprises, sont des modèles plutôt en cercle, en holacratie ou en sociocratie. C'est quoi l'holacratie ? C'est une organisation en fait en bulle, en cercle, pas fermée, c'est pas autarcique, mais du coup t'as pas de silo et d'organisation top-down, descendante. C'est libérée un peu. Oui, on peut dire ça. J'utilise moins ce mot parce qu'il n'y a pas de recette pour ça. Mais effectivement, ça fait quoi ça ? Complètement. Ouais. Donc du coup, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question. Voilà. Après, on a une histoire. Dans l'histoire, la préhistoire, la hiérarchie, est-ce qu'elle était présente ? Oui, tout à fait. La hiérarchie était présente et elle s'est mise en œuvre en tous les cas de manière visible pour nous de notre époque quand on fouille au néolithique au moment où c'est installé. Et là, on le voit à travers les tombes, par exemple, qui sont plus richement fournies chez des personnes plus importantes, les armes après à l'âge du fer, etc. Et donc là, on sait il y a une hiérarchie dans l'organisation, ça c'est clair. Céline, Cécile, la première qui tire à gagner. Tout à l'heure, tu parlais de l'ère du chef et puis des rituels qui composaient aussi la vie d'une entreprise. Alors l'ère du chef, c'est une composante assez forte dans notre monde économique, même si aujourd'hui il y a pas mal de changements, elle revient quand même en force. Et en même temps, on a les élans de libération, de responsabilisation. On n'a jamais été aussi malheureux à travailler, aussi épuisé à faire valoir son identité au travail ou ses compétences. Alors je me demandais, chef, contributeur, quel regard tu poses en tant qu'anthropologue sur ces deux chapelles économiques ? Est-ce que tu arrives à travailler dans les deux parties, par exemple ? Enfin, quel regard que tu poses ? Et puis, pendant que tu réfléchis, on n'a jamais été aussi malheureux dans le travail aujourd'hui ? Ouais, vraiment. Ouais, ça, tu le sors. Je le sors un peu sur les études. Tu parlais du burn-out tout à l'heure. On parlait de rituels de passage, mais effectivement. Est-ce que c'est pas parce qu'on a conscience aujourd'hui ? Je pense qu'il y a vraiment Nos grands-parents ne se posaient pas les mêmes questions que nous. Probablement qu'il y a aussi une faculté à davantage en le parler ressenti plus fort, et puis mettre ça effectivement de façon plus évidente. Mais le fait aussi qu'on soit sur des organisations qui mettent tout, qui lissent. On n'a plus ces rituels de passage, on n'a plus non plus ces départs, on n'a plus. Si c'est en lien direct avec la question de Cécile, tu peux y aller, Birgitta. C'est archi en lien. Je pense que tu parlais
on parle d'écologie du monde, l'homme est aussi dans cette même mouvance et dans cette même transmutation, c'est-à-dire qu'il y a une écologie mentale en même temps que l'écologie du monde. Tout est lié. On parle de quantique, on parle de philosophie quantique et on est dans ce monde-là. Et donc tout fonctionne avec, et l'homme, il fait partie de l'humanité et il résonne avec l'humanité. Donc tout est logique. Il suffit juste de pas... Voilà, il y a des gens il y a des résistances, mais en fait on a tous envie d'y aller. Donc les burn-out, ils vont aussi dans cette idée d'écologie, je pense. Il y a des cercles de femmes, il y a des cercles... Juste pour résumer la question de Cécile Birgitta. Il y a un moment, il va falloir qu'elle réponde. Oui, c'est ça. Pour résumer la question de Cécile Birgitta, autrement dit, est-ce que tu es pour ou contre? Non, c'est vraiment la notion effectivement de chef, la solitude. Alors, on fait un peu de profondeur. Ce que je trouve assez intéressant, alors je sais pas, là il y avait l'idée de la conscience, l'avènement de la conscience. C'est vrai que les consciences individuelles nourrissent en fait une conscience collective et font que le monde est en train d'évoluer, ça c'est indéniable. Et les gens qui sont en burn-out, quand on a des sensibilités, on est les premiers de plein fouet à prendre ce truc-là en pleine figure. Donc bon, ça entre autres, c'est une explication. Après, l'ère du chef, c'est vraiment le système de chefferie depuis le néolithique. On est en train de le quitter quand il s'agit de répondre, entre guillemets, bêtement aux ordres. Je fais exprès de le dire de manière provocante. Oui, donc chef comptable. Ouais, ça c'est sûr qu'on est en train de quitter ça. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va nourrir le demain. C'est évident. On est plutôt sur le leader alors. Alors voilà, là tu as des gens qui sont leaders, mais leaders charismatiques ou de position, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des projets qui arrivent, tu as la créativité qui est là, peut-être que c'est toi qui es le mieux placé pour porter ce projet, mais vas-y à fond. Et puis quand ce projet est fini ou un autre qui arrive, c'est peut-être toi qui es la mieux placée parce que ton histoire de vie fait que tu as une super expérience dans l'association machin, et voilà. Et ça, c'est vraiment la révélation finalement des talents. Et là, il y a une reconnaissance. Encore faut-il avoir fait un vrai travail sur l'ego, là, pour le coup. Ah mais là, de toute façon, le secret de notre changement de paradigme, il n'est pas tant sur la technologie, le digital, il est plus sur le rapport humain. C'est-à-dire le fait... D'ailleurs, il y avait un super article que j'ai partagé là, récemment là-dessus, où en fait, c'est... comment il s'appelle David... Non, c'est pas David Servan-Schreiber, c'est... Bref, c'est un autre prénom, c'est son cousin. Qui dit, voilà, en fait, là où les femmes sont présentes, alors il le dit comme ça, moi je veux pas revenir sur l'idée des femmes, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la richesse de l'avancée d'un groupe, l'intelligence d'un groupe, n'est pas tant liée au quotient intellectuel, ou en tous les cas aux individus composant le groupe, mais bien à la qualité de communication, la qualité de relation. Et c'est ça le secret. Ça vous rassure, les contributeurs de J'ai deux mots à vous dire, ça? Bah oui. Ouais, ça fait beaucoup le lien avec la remise en cause des expertises et la gouvernance par des experts. Quoi. Et justement, et ça c'est, je sais pas si tu voulais parler de Living Lab après, oui, parce qu'il voulait me questionner là-dessus. Là, la transition, elle est trouvée, c'est-à-dire que sur l'innovation ouverte aujourd'hui, notamment le Living Lab, le laboratoire vivant, le principe c'est pas on a un bureau d'études ou un bureau recherche et développement avec 12 experts qui vont plancher jour et nuit sur un sujet. Là aussi, je la fais caricaturale, mais voilà. C'est plutôt dire, on va mettre en place un laboratoire avec une hybridation des connaissances des personnes. Et parce que justement, tu es néophyte en la matière, tu vas venir avec un regard décalé. Tu vas penser en dehors de la boîte, quoi. Et là, tu vas interroger effectivement l'expert qui va avoir une parole, qui vaudra une autre parole, qui vaudra une autre parole. Et on crée de l'innovation vraiment hyper puissante comme ça. Ce sont vraiment les objets ou les services qui sortent des laboratoires vivants ont une valeur d'usage à 150%. Parce que les usagers, ils sont dans le laboratoire dès le départ. C'est rassurant, Cécile, par rapport à ce que tu donnais comme élément tout à l'heure. Cécile et ensuite Dimitri. C'est quel est, de ton point de vue, le pourcentage des produits et services inutiles aujourd'hui? À 47% Alors déjà, près. là encore, à définition, inutile, besoin, envie. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, qui sont pas... Je ne connaîtrais pas le pourcentage, mais parce qu'en fait, savoir en termes de perception, toi, ce que tu ressens en fait. Ma perception, c'est qu'aujourd'hui, on sort un produit parce que c'est high-tech, parce que c'est super, et après, on va mettre le service marketing à travailler à fond les manettes pour qu'il y ait une appropriation sociale en fait de l'objet. Alors que si on travaille en amont avec les gens qui en ont besoin, eh ben, on va sortir l'objet d'innovation technologique, certes, mais qui va tout de suite avoir une valeur d'usage. Dimitri, Gaël, et puis on va s'approcher de la fin de l'interview de Stéphanie. Dimitri ? Oui, je voulais faire juste un tout petit
pas arrière par rapport à la question de... Tu parles fort, toi, non? Ouais, je parle fort. Non, ouais. c'est très bien. Non, c'est très bien d'avoir une bonne voix. Ah, pardon. Faut juste que j'arrive à suivre. Ah ouais, voilà. Par rapport à la question de Cécile, c'est des choses qui m'interrogent beaucoup. C'est est-ce que finalement, quand quelqu'un, je reviens aux histoires de valeurs, quand quelqu'un malheureusement fait un burn-out, parce que l'opposition est telle que c'est plus tenable, est-ce que tu penses que ce n'est pas finalement là le début d'un acte de résistance? Un acte de résistance de la part de la personne qui fait du burn-out, c'est ça que tu veux dire? Alors, je sais pas si on peut désobéissance. Je sais pas si on peut utiliser le mot de résistance ou désobéissance, peut-être tout simplement de protection de ses propres valeurs. Tu vois, qui peut dire que les miennes soient meilleures que celles de l'autre, etc. C'est juste qu'effectivement, il y a un décalage. Par contre, je comprends le côté, on peut vite arriver sur des choses hyper agressives en mode binaire. Là, on n'est plus dans du systémique, hein. C'est frontal, c'est voilà. Parce que quand on arrive au burn-out, on est arrivé loin. On est allé chercher loin dans les tripes de l'autre, quoi. Voilà. C'est bien en amont qu'il faudrait essayer de désamorcer, d'où l'idée de capter des signaux faibles. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai pu observer, moi, à l'intérieur du monde professionnel plusieurs fois, des gens qui, à l'issue de leur burn-out, étaient totalement transformés. C'est-à-dire qu'ils devenaient des vrais résistants, des vrais désobéissants, et avec une vision et c'est table rase. C'est table rase. Gaël, à l'instar de ce que tu disais, tu David. parles fort, toi, non? Non, pas trop. Moi, je remarque que les mecs, ils parlent beaucoup Mais plus faut que tu fort. suives. En fait. Oui, c'est ça, faut que je suive. Faut que je prenne un réalisateur. À l'instar de ce que tu disais un petit peu, je vais peut-être être le vilain petit canard, mais j'entends parler d'ethnie, j'entends parler d'égalité homme-femme, j'entends parler de l'homme, de l'humanité, de bon. Gaël, on lui a fourni la mission de faire la synthèse, en fait. Mais est-ce qu'à un moment, on entend aussi parler d'élites qui sont pas à l'écoute des Français, de nos politiques qui sont pas à l'écoute de nos Français. Ça, tu peux le repasser dans 10 ans, ça fera toujours pareil. Oui, je pense. Ouais. Cette émission est intemporelle. On pouvait le passer il y a 10 ans d'ailleurs aussi. Mais à un moment donné, est-ce que l'anthropologie, c'est pas juste poser des questions et jamais apporter de réponse? Alors en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu... Alors, est-ce que tu peux lui dire qu'il a posé une question pertinente? Allez, super ta question, merci beaucoup. Oui, il y a plusieurs choses en fait. Il y a le côté, alors moi je peux être assez radicale dans ma manière de faire, mais par exemple pour moi, les dirigeants politiques tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, je les attaque pas en tant que personne, mais tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, c'est du monde ancien. Moi, ça m'intéresse même pas. Je suis déjà. Si tu peux balancer des noms, ce serait. Non, peu importe. Il pourrait s'appeler. Non, Mickey, vas-y. Donald, peu importe, mais justement. Oui, pardon. Donald. Et donc ils sont d'un autre. Ils sont d'un autre temps. Donc ça, c'est pour la première partie. En quoi ils sont d'un autre temps? C'est quoi le monde ancien? Le monde ancien, c'est vraiment ce monde qui est figé, qui fonctionne en hiérarchie top-down, qui prend pas en considération le besoin des gens, ces systèmes de caste, c'est l'oligarchie, c'est l'ancien tout paradigme. Ça. Mais là, on retient que l'amorce de ma question. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ma question, d'abord à la première partie. est-ce qu'on apporte des réponses voilà. avec l'anthropologie? Alors, quoi. la deuxième partie, c'est l'anthropologie. Est-ce qu'on peut apporter des réponses? C'est oui, vraiment. Alors, tu as des anthropologues qui font le choix d'être en recherche fondamentale, c'est-à-dire ils vont effectivement manipuler les concepts et faire avancer les choses. On parlait en aparté tout à l'heure avec Stéphane du upper ground, middle ground, underground, etc., le monde des artistes et tout. Alors oui, c'est très conceptuel, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et moi, la manière dont je travaille, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un cabinet privé quelque part. J'essaie de mettre les mains dedans et d'apporter ce que je sais ou ma vision des choses en fait aux entreprises. Alors je révolutionnerai pas le monde, mais je ferai ma part, tu sais, la part du colibri, hein, c'est un peu ça. Mais du coup, oui, moi je suis pour une anthropologie interventionniste, quoi, pas uniquement d'être dans la manipulation de concepts, pas uniquement. On a ouvert des chapitres, il faudra y revenir. Peut-être tu reviendras si tu veux dans Jeu de moi vous dire. On fera des choix, on reprendra l'émission là d'aujourd'hui, puis on verra ce qui vous a intéressé particulièrement. Dernière question de Cécile, puis réaction de Pierre-Yves, l'archéologue, l'historien de formation. Exactement. Cécile. Alors, pour conclure, Stéphanie. Oui, elle s'appelle Stéphanie. Et c'est ça, absolument. C'est pour ça que j'ai choisi de t'appeler Stéphanie. Oui. Ça tombe bien. Quelle est la... J'ai accepté en plus. Je me suis dit ça va l'arranger, donc oui, je m'appelle Stéphanie. Bon, je pense Allez, conclusion Pierre-Yves, on a oui, plus de temps. Je voudrais savoir quelle est la portée des premiers livrables du Living Lab.
Alors le Living Lab. Le Living Lab dont on a parlé tout à l'heure, donc ce petit laboratoire qui permet d'expérimenter et d'hybrider comme ça les connaissances pour créer des produits et services plus adaptés à un besoin pertinent. C'est quoi les premiers livrables que vous avez sur lesquels tu pourrais communiquer, la portée qu'ils ont? La portée qu'ils ont, alors pour l'instant on est dans des stades plutôt de recherche et de prototypage, donc en fait on est dans des phases de recherche et de mis un intermittent du spectacle. de prototypage, donc en fait la portée quand il s'agit de portée commerciale, si c'est ça dont tu veux parler. Un exemple où ils en sont aujourd'hui, effectivement, tu te parles de prototype, du coup est-ce qu'il y a un champ, il y a plein de sujets. Moi je travaille sur des Living Labs depuis peu de temps, depuis 3 ans on va dire. J'ai des Living Labs avec lesquels je suis partenaire, notamment en Europe, où en fait il y a déjà des services qui sont sortis, notamment dans les métiers médicaux, dans la médecine, sur les exosquelettes, etc. Où en fait on peut pas inventer, l'ingénieur pourra pas inventer l'outil s'il travaille pas avec l'usager et avec d'autres gens qui sont pas du milieu, quoi. Donc là on a vraiment des résultats très concrets qui ont une portée immense, parce que du coup les patients peuvent remarcher, peuvent C'est ce qu'on appelle le design thinking. On utilise en fait le design thinking dans le Living Lab. Le design thinking, c'est une méthode, c'est un outil. Le Living Lab, c'est plus un processus de recherche en fait. D'accord. Ouais. Et donc vous avez créé notamment des solutions Alors, comme... pas moi, mais des Living Lab ont créé effectivement l'exemple que je prends. Et puis aujourd'hui, on travaille ensemble avec le Ludilab en Vendée, en fait, qui est vraiment un laboratoire pour apprendre en s'amusant, comme son nom l'indique. Et du coup, on travaille sur la question des drones. Comment les drones pourraient avoir une portée sociale innovante. Et on est en train de sortir des choses, mais j'en parle pas maintenant, mais il y a des choses qui sortent qui sont extrêmement intéressantes. Le Ludilab, tout le monde peut y aller ? Oui, tout le monde peut y aller au Ludilab. C'est à Chambretot en Vendée, en Grande Vendée. Il n'y a pas d'urgence pour en parler, si tu veux pas en parler maintenant. Tu reviens juste dans 3 semaines, puis on en reparle. Je serai dans le désert dans 3 semaines. Pierre-Yves, tu vas avoir Ah oui, tu vas dans le désert. Ouais. Donc on n'a pas parlé du Québec, on en reparlera une autre fois, et puis on parlera du désert. Pierre-Yves, tu as le rôle de préfet, en quelque sorte, de cette interview de Stéphanie. Puis elle jouera le même rôle tout à l'heure après ton interview. Non, t'es pas obligé de résumer. Ça, c'est donc on a dit c'est Gaël. Qu'est-ce que ça t'inspire nos discussions, toi qui as en commun les mots-clés archéologie, histoire, exploration, recherche avec Stéphanie? Ça m'inspire d'abord que effectivement les parcours sont amusants, parce que je pourrais peut-être être à la place de Stéphanie, puisque moi j'ai commencé sur le néolithique en grattant la terre à partir de l'âge de 10 ans, et puis qu'il y a des chemins qui sont différents. Où est-ce que tu as fouillé? Allez, raconte-moi. On en reparlera tout à l'heure. Dans le sud-Vendée, du côté de Talmont? Non, moi j'étais plus du côté du Morbihan, j'étais plus en Mayenne, voilà, je travaillais avec Jean Lelgouache. Oh non, super. Et voilà, avec beaucoup d'enfants à la fin de la soirée. Mais voilà, donc c'est amusant, et puis il y a le côté, moi j'ai toujours le côté sérieux et le côté pas sérieux dans la vie, parce que je pense qu'on s'en sortira juste par le sourire. Donc je ne retiendrai de cette intervention que d'abord pour mon cousin Maurice qui bosse chez Total mais qui roule à l'électrique, ça va être compliqué dans l'avenir pour le problème des valeurs, et puis qu'on ira tous au paradigme, comme disait Michel Polnareff. Hein. Voilà. On ira tous au paradigme, c'est bien ça. On ira tous au paradigme, c'est très très bon. Merci Stéphanie Douillard était notre invitée, Pierre-Yves Leroux dans un instant, à tout de suite.